débuter donc ce webinaire de l'intermatinale sur l'eau, numéro 6 de la série. Donc ce matin, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Donc Cécile Deschaux, je suis responsable des métiers de l'eau à la Chambre de l'Aube et de la Haute-Marne. Tout à l'heure, parlera aussi mon collègue Stéphane Leroussic, en charge des bâtiments et de l'énergie, et Fanny Duvaux, en charge de la biodiversité, collègue aussi pour l'Aube et la Haute-Marne. Alors, euh, donc, une petite 3/4 d'heure, 1 heure ensemble pour rappeler les enjeux de la thématique de l'eau sur nos départements, vous montrer quelles actions nous déployons à la Chambre qui permettent de concilier agriculture et qualité de l'eau. Les actions également qui nous permettent d'accompagner les agriculteurs face aux défis du changement climatique. Quelques mots sur nos actions qui concernent la gestion des boues des stations d'épuration. Et je crois qu'il y a un espace conversation. Vous pouvez poser vos questions par écrit ou sinon on laissera un petit temps d'échange à la fin. Voilà. Donc pour les enjeux, quelques chiffres clés à avoir en tête. Nos deux départements, l'Aube et la Haute-Marne, sont très marqués par l'eau. La Haute-Marne a les sources de la Meuse. C'est un fleuve qui alimente 7 millions de Belges et de Hollandais qui sont alimentés en eau potable par ce fleuve. Donc c'est une responsabilité que nous avons en étant tête de bassin. Sur nos deux départements, nous avons 3 sur les 4 barrages réservoirs de France qui protègent Paris contre les inondations et qui permettent aussi de garantir la navigation sur la Seine. Nous avons aussi 3 lacs de plus de 1000 hectares. La Haute-Marne a une particularité. Nous avons 3 agences de l'eau sur le département. Nous sommes effectivement tête de bassin pour la Seine, pour la Meuse et aussi pour les affluents de la Saône. Donc on dépend aussi de Rhône-Méditerranée. Dans nos départements, l'eau potable, à plus de 90%, est issue des nappes souterraines. Donc l'eau qui est sous nos pieds, et je présenterai ce que ça veut dire dans un instant. On a aussi le côté quantitatif de l'eau avec ces dernières années, la Haute-Marne qui a découvert des problèmes en alimentation en eau potable, chose qu'on n'avait jamais eue jusqu'à présent. Depuis 2018, il y a une 60aine de communes qui ont eu des problèmes pour s'alimenter en eau potable. Dernier aspect à avoir en tête aussi, dans l'Aube, des captages d'eau qui sont situés sur le nord-ouest au bois, donc au nord de l'Aube, plus de 80% des ressources dépassent les limites de qualité. Donc il y a un enjeu énorme de travailler sur la protection de ces captages. Alors, pour brosser le paysage, alors c'est une diapo qui est très complète, je ne vais pas la détailler complètement, mais avoir en tête que l'eau, c'est géré par des politiques publiques, par les agences de l'eau, donc Seine-Normandie en l'occurrence pour l'Aube, qu'il y a un empilement de réglementation assez extraordinaire, en particulier au niveau des instances, les collectivités qui ont la compétence sur la gestion de l'eau, le SDDEA en particulier pour le département de l'Aube. L'eau potable dans l'Aube, c'est près de 300 ouvrages de captage d'eau potable. Et parmi ces ouvrages, il y en a 26 qui sont classés prioritaires. Les communes, il y en a plus de 400 dans l'Aube, qui ont aussi à gérer leur station d'épuration. Et il y a plus de 80 ouvrages collectifs, donc des stations d'épuration, qui sont suivis pour veiller à leur bon fonctionnement.
Si je fais le pendant avec la Haute-Marne, je vous disais en introduction, la Haute-Marne a la grande chance d'avoir 3 agences de l'eau, donc Seine-Normandie, Rhin, Meuse, Rhône-Méditerranée. Il y a aussi davantage de syndicats de rivières ou de collectivités qui ont des compétences en lien avec l'eau. 7 syndicats de rivières, 2 communautés d'agglos, 6 communautés de communes. Donc la gestion de l'eau en Haute-Marne est beaucoup plus fragmentée que dans l'Aube. Nous avons aussi énormément de captage d'eau potable. Pour 426 communes, il y a 628 captages. Donc, un captage et demi par commune, si je ne me trompe pas. Donc, des petits captages à protéger, bien sûr, avec une zone très agricole. Alors, je parle de captage, je parle d'eau, j'ai parlé de nappe phréatique. Qu'est-ce qu'une nappe phréatique? Alors, il y a une idée reçue qu'il faut s'enlever de la tête, mais je pense que vous ne l'avez certainement pas. Qu'est-ce qu'une nappe d'eau souterraine? Ce n'est pas un lac artificiel, ce n'est pas un grand cours d'eau souterrain. En fait, c'est l'eau qui se trouve dans le sol, dans les roches. Et il y a sous nos pieds une zone qu'on va appeler la zone non saturée, là où coexistent l'eau, l'air dans les interstices de la roche. L'eau s'infiltre dans cette zone dans une dynamique verticale et atteint la zone dite saturée, là où il y a de l'eau qui remplit tous les interstices, tous les petits micropores. Et c'est ça qu'on appelle une nappe d'eau souterraine. L'eau est limitée par une couche géologique imperméable. Et c'est ce qui fait la caractéristique des nappes. Soit une nappe libre, si il n'y a rien au-dessus, donc on comprend que c'est en interaction directe avec ce qui se passe au-dessus, soit des nappes captives, si la zone saturée d'eau est coincée entre 2 zones imperméables. Et ça peut être sur des profondeurs assez grandes. Donc on comprend vite que ce qui se passe sur le sol, en superficiel, a un impact sur le sous-sol. Alors j'ai parlé de captage aussi. Alors qu'on soit bien d'accord, un captage, c'est pour alimenter en eau un village, une commune, une ville. Un captage, c'est un puits, principalement chez nous, pour accéder à la nappe phréatique. C'est un site de pompage, de traitement au minimum à la javel pour amener une chloration de l'eau et une garantie au niveau de la microbiologie. C'est aussi des réservoirs, des interconnexions ou du transport par des canalisations, donc des châteaux d'eau ou des réservoirs semi-enterrés pour distribuer l'eau à la population. Donc quand on parle de captage, c'est tout ce dispositif, mais surtout l'endroit où on va prélever l'eau dans le milieu naturel. Alors, on parle souvent des nitrates dans l'eau parce que les nitrates est un des paramètres vérifiés pour la potabilité de l'eau. Donc, il y a une norme française. Pour que l'eau soit distribuée, elle ne doit pas dépasser 50 mg par litre en concentration de nitrate. Il y a aussi des normes sur les concentrations en pesticides avec 2 valeurs. Une valeur par molécule, 0,1 microgramme par litre, et une valeur pour la somme des molécules qui sont mesurées et qui ressortent, qui ne doivent pas dépasser 0,5 microgrammes par litre. Et j'ai mis un petit schéma en dessous pour se rendre compte, parce que des microgrammes, c'est quand même assez difficile à palper. En fait, il suffit
d'un seul gramme d'une substance active dans un fossé qui ferait 1 mètre de profondeur, 1 mètre de large, sur 10 km de long, un seul gramme de substance active polluerait ces 10 000 mètres cubes d'eau. Un seul gramme, ça, on arrive déjà au seuil de la norme de potabilité, au 0,1 microgramme par litre. Donc c'est vraiment très très peu. Donc ça, ce sont les normes de potabilité. On a aussi, on parle souvent aussi de DUP, d'AAC. C'est des mots qu'on utilise souvent dans nos accompagnements. C'est un peu chinois. DUP, qu'est-ce que c'est à votre avis? Eh bien, c'est déclaration d'utilité publique. C'est une notion qui est inscrite depuis longtemps dans le Code de la santé publique. Ce qu'il faut retenir, c'est que la DUP, la déclaration d'utilité publique, vise à lutter contre les pollutions accidentelles. Donc, les accidents, un camion qui se renverse, un pulvé qui fuit, quelque chose d'accidentel. C'est obligatoire pour tous les captages d'eau potable depuis 1964, donc c'est pas d'hier. Et pour protéger ces captages, il a été institué les fameux périmètres de protection immédiat, donc juste autour du captage, rapproché et éloigné. Donc ce qu'il faut retenir, c'est DUP pour lutter contre les pollutions accidentelles. On parle aussi d'AAC. Alors, qu'est-ce que l'AAC? C'est l'aire d'alimentation du captage. Cette notion a été inscrite au Code de l'environnement. Plus récemment, c'était quand même déjà en 2006. Et elle vise à lutter contre les pollutions diffuses. C'est une démarche qui concerne les captages classés prioritaires et il n'y a pas de réglementation stricte sur ces zones. C'est basé sur le changement des pratiques, sur le volontariat. Un petit schéma pour illustrer. Donc ici au centre, on voit le fameux captage. Les zones de protection, donc d'abord le périmètre immédiat, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc qui est une zone qui est propriété de la commune ou la structure qui gère le captage. On ne doit strictement rien faire dans cette zone-là, donc c'est clôturé. Ensuite, on a le périmètre de protection rapproché, donc là, souvent plusieurs hectares. Il peut y avoir des restrictions, des interdictions dans cette zone. Et potentiellement, il peut y avoir le périmètre de protection éloigné, où il y a des recommandations. Donc ça, c'est ce qui relève du Code de la santé pour protéger le captage contre les pollutions ponctuelles, les pollutions accidentelles. Et je parlais juste avant de l'aire d'alimentation de captage, qui correspond à la surface sur laquelle une goutte d'eau tombée au sol finira par rejoindre le captage. Zone qui permet de lutter contre les pollutions diffuses. Souvent, l'aire d'alimentation de captage est plus vaste que les périmètres de protection. Parfois, elle peut coller au périmètre de protection éloigné. Si c'est très vaste, il peut y avoir une zone de protection au sein de l'AAC. Mais cette grande zone-là, il faut retenir, c'est pour lutter contre les pollutions diffuses. Alors, c'est dans ces zones-là, les AAC, que nous allons agir principalement au niveau de la Chambre. On intervient une fois que les aires d'alimentation de captage sont délimitées par des hydrogéologues. Nous réalisons à la Chambre des diagnostics territoriaux des pressions agricoles. Donc, en prestation de services, on répond au marché proposé par des collectivités. Ça permet de faire la photographie des pratiques des agriculteurs sur l'aire d'alimentation de captage pour voir quelles sont les pratiques qui sont menées, les conseiller et établir avec les agriculteurs un plan d'action. Ensuite, selon les secteurs, le plan d'action est animé également souvent par la Chambre d'agriculture dans le cadre de nos missions captage, mission agronomique de protection des eaux.
On peut également réaliser des formations, je vous ferai une petite illustration juste à côté, ou accompagner individuellement les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques. Dans nos missions captage, donc quel est notre rôle? Donc c'est préserver et améliorer la ressource en eau potable en accompagnant les exploitations agricoles. On représente le monde agricole vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis des gestionnaires de l'eau. On accompagne les exploitants vers des systèmes de culture qui permettent de garantir la qualité de l'eau au captage. En étant en contact avec les agriculteurs, on est aussi bien positionné pour faire émerger des projets de territoire, par exemple pour développer de nouvelles filières ou des projets collectifs pour diminuer l'utilisation d'intrants. On mène des actions de sensibilisation, des formations, on envoie des lettres d'information d'actualité aux agriculteurs des captages. On organise des animations. Je crois qu'il y en a une, par exemple, le 3 novembre à Gillancourt sur les couverts végétaux d'interculture. On accompagne des projets collectifs. Et on est le lien, je le disais, avec les collectivités, les différentes instances de l'État. Alors, un des outils qu'on utilise sur ces animations captage, c'est pas une invention de la Haute-Marne ou de l'Aube, ce sont les mesures agro-environnementales, les MAE. Donc, je vais laisser la parole à Fanny, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces MAE. Ça marche. Bonjour. Alors, les MAEC, donc, ce sont des mesures agro-environnementales et climatiques. Pour pouvoir prétendre à ces mesures, on doit répondre à un plan ou projet agro-environnemental et climatique, ce qu'on appelle un PAEC. Donc, pour prétendre à un PAEC, on répond à un appel à projet, donc avec la région et la DRAF, pour une durée de 5 ans. Donc, ça permet de territorialiser les PAEC en fonction des différents enjeux sur place. Donc, dès que le PAEC est validé, on peut prétendre à différentes mesures, donc à différentes MAEC. Sur le département de la Haute-Marne, 8 PAEC ont été créés depuis 2023. Donc, cela permet de bénéficier de différentes mesures. Donc, vous allez avoir des mesures sur les sites Natura 2000, des mesures sur le parc national de forêt. On a également des mesures sur le département de la Haute-Marne, donc qui sont différenciées en deux parties, dont les zones intermédiaires. Et vous avez 3 PAEC, donc, qui sont également subventionnés par les 3 agences de l'eau. Donc un PAEC Rhin-Meuse, un PAEC Seine-Normandie et un PAEC Rhône-Méditerranée-Corse. Donc l'idée, effectivement, est de respecter un cahier des charges propre à chaque mesure, afin de préserver la qualité de l'eau, de maintenir la biodiversité et d'optimiser de façon environnementale l'agriculture et de valoriser nos prairies. La diapo, s'il te plaît, suivante. Merci. Alors, une MAE. Donc, une MAE, vous avez 2 types de mesures, ce qu'on appelle les mesures unitaires et les mesures système. Donc, pour bénéficier d'une mesure unitaire, en fait, on va rédiger des documents et on va travailler uniquement à la parcelle. Et une mesure système, en fait, on engage 90% de l'exploitation, donc c'est-à-dire 90% des parcelles. Donc, pour ce faire, au mois d'avril, au moment de la PAC, vous indiquez les fameux codes mesures, donc de chaque mesure, et on reviendra vers vous courant de l'été pour réaliser un diagnostic agroécologique et un plan de gestion en fonction des mesures. Donc, ces documents sont réalisés par la Chambre. On doit les déposer grand max à la DDT pour le 15 septembre. Par rapport à ces mesures, en fait, vous avez un plafond financier qui est lié à l'échelle de l'exploitation, qui est de 10 500 € par an. Vous avez également un bonus de 3 000 € pour les mesures unitaires si vous vous trouvez en zone Natura 2000 ou sur le parc national des forêts. Et vous avez la
qu'on multiplie le plafond par le nombre de salariés. Dans ce cahier des charges des MAE, vous avez une formation obligatoire qui est à faire les 2 premières années de votre engagement, donc sur engagement sur 5 ans. Et à la Chambre, on a divisé en 3 thématiques. Donc la première thématique qui est l'enjeu biodiversité au cœur des surfaces fourragères, où effectivement on va cibler tout ce qui va être des enjeux prairies, donc les mesures de couvert d'intérêt floristique et faunistique, les créations prairies et également les retards de fauche. Sur les pratiques agroécologiques en polyculture élevage, on va cibler les milieux humides, donc soit par le pâturage, soit des milieux humides par le pâturage ou soit des milieux humides par la fauche. Et on va aussi également travailler sur la mesure HBV, donc ce qui est bien-être animal et autonomie fourragère. Et la dernière thématique, ce sont biodiversité en grande culture, où effectivement on va travailler sur les mesures du PAEC zone intermédiaire et on va travailler donc effectivement sur les notions du cahier des charges zone intermédiaire grande culture et zone intermédiaire polyculture élevage. Par rapport à ça, au cahier des charges des mesures, une chose qui est importante à faire sur la durée des 5 ans d'engagement, c'est effectivement de garder et d'enregistrer vos interventions sur toute cette durée. Donc, intervention à enregistrer, donc tout ce qui va être la fertilisation. Sur certaines mesures, on a possibilité de fertiliser, donc vous devez avoir un cahier d'enregistrement sur vos phytos. On a également un cahier d'enregistrement sur tout ce qui va être pâturage, date de fauche, c'est-à-dire entrée et sortie de vos animaux. En termes de fauche, ça va être le matériel utilisé et le nombre de bottes. Voilà à quoi consiste une MAEC. Ton micro, Cécile, il est éteint. Effectivement. Merci Fanny. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans la conversation. On les reviendra tout à l'heure. On tâchera d'y répondre. Donc, on a vu les MAE. Un outil qu'on utilise aussi au service de nos animations, ce sont les formations. Donc, en particulier les formations avec le financement Vivea. Par exemple, là, au mois de novembre, Aline, qui est nouvelle conseillère dans l'équipe, organise et propose une formation sur le captage des chenets par rapport à l'arrêté de protection du captage, donc l'arrêté DUP, pour remettre au clair ce qu'il y a dans cet arrêté, pour que les agriculteurs puissent repartir avec les cartes de leurs parcelles concernées. Et le bonus, c'est une visite du site de captage pour voir les installations. Donc l'intérêt de ce genre de formation qu'on peut déployer sur d'autres secteurs, c'est vraiment d'être au plus près de vos questions sur qu'est-ce que je peux faire sur mes parcelles qui sont concernées par un périmètre de protection, qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire et comment je m'y adapte. Donc si vous êtes concerné par un périmètre de protection, on peut proposer cette formation, ça dure 3 heures, c'est une matinée. On peut la proposer au plus près de chez vous et c'est l'idée qu'on veut pousser pour les mois et années à venir. Donc, on commence à échelonner, mais il pourrait y en avoir d'autres dans l'Aube ou la Haute-Marne à la demande. Fanny a parlé des enregistrements. Je passe la parole à Stéphane, parce que quand on a des parcelles pas loin d'un captage, il faut se poser quelques questions. Bonjour, donc oui, je vous parle des plans d'épandage. Alors, qui est concerné par un plan d'épandage? En fait, c'est tout producteur d'un effluent, d'un déchet organique qui doit être capable de d'épandre ce déchet en respectant certaines contraintes. Par rapport à l'eau, donc les contraintes principales que l'on va avoir, eh ben, ça va être lié à la présence ou pas de périmètre de protection de captage, mais on va aussi avoir la présence de cours d'eau, de points d'eau, etc., sur le parcellaire de l'exploitation qui va être concerné. On peut également avoir des éléments liés à la topographie, donc des pentes,
Et dans certains cas, pour certains types de déchets à gérer, tels que certains digestats de méthanisation, des bouts de stations d'épuration, on a également des contraintes liées à des teneurs en certains polluants. C'est-à-dire qu'on va avoir des analyses de sol à faire et sur des parcelles qui dépassent un certain seuil, rien que parce qu'on dépasse ce seuil-là, on n'aura pas le droit d'épandre des fluents sur cette parcelle. Donc le plan d'épandage, en fait, son but est de faire le point sur toutes ces contraintes pour déterminer quels sont les endroits où je n'ai pas le droit d'épandre. Et par déduction, on va avoir quelles sont les surfaces sur lesquelles je vais pouvoir épandre. Et on met en corrélation en face la quantité d'effluents que l'on va avoir à gérer et on regarde si la surface dont on dispose pour épandre est suffisante pour gérer correctement cet effluent. Donc, cette étape-là du plan d'épandage, en fait, elle est réalisée une fois, et tant qu'il n'y a pas de modification au niveau du parcellaire ou de la quantité d'effluent ou du type d'effluent produit, le document est toujours valable. À côté, on a encore deux autres documents qui, eux, doivent être réalisés de manière annuelle. C'est le plan prévisionnel de fumure et le cahier de fertilisation. En gros, c'est dans un premier temps, je prévois ce que j'envisage de faire et après, je constate ce que j'ai fait. Donc, le plan de fumure prévisionnel, en fait, il est donc à réaliser tous les ans. Sur ce plan-là, en fait, vous devez tenir compte de la culture sur laquelle vous allez, la culture qui est en place sur la parcelle. Ça tient compte également, en fait, des précédents culturaux, du type de sol. Tout ça, le rendement de la culture que vous avez, et tout ça va vous donner, en fait, un besoin en azote ou en fertilisant sur cette parcelle-là. Et ça déduit également donc quelle est la quantité d'azote que l'on a déjà à disposition dans le sol. Et avec ces éléments-là, on en déduit une quantité d'azote ou de fertilisant maximum à apporter pour couvrir les besoins. Quand je dis maximum, le but étant justement de ne pas apporter de fertilisant à l'excès. Donc on regarde combien on a besoin, combien on a déjà dans le sol, et on en déduit ce que l'on est censé apporter pour être à l'équilibre. Donc ça, c'est la logique en fait du plan prévisionnel de fumure. L'année se passe, divers événements peuvent intervenir qui font qu'on n'a pas mis cette culture en place ou on a changé nos programmes. On doit, à la fin de au cours de l'année, enregistrer tous les épandages que l'on réalise. Et tout ça, donc on doit l'enregistrer dans un cahier de fertilisation. Donc ça peut répondre à la première prescription que Fanny a dit tout à l'heure, c'est répondre à une exigence de la MAEC, donc de tenir ses enregistrements. Mais ça permet également de faire un bilan annuel, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on va regarder tous les épandages, on va faire un bilan pour vérifier que les quantités d'effluents qui ont été apportés n'ont pas été en excès et correspondent bien à peu près à ce qui avait été prévu dans le plan de fumure de prévisionnel. Donc ces deux documents-là, le plan prévisionnel de fumure et le cahier de fertilisation, sont des documents qui sont à remplir tous les ans afin de faire un suivi régulier et de vérifier qu'on n'est pas en excédent au niveau de la production et de l'épandage des fertilisants. Voilà. Et donc, les conseillers de la Chambre, de l'équipe de Stéphane ou d'autres équipes ont les compétences pour réaliser ces plans d'épandage, ces actualisations de plans d'épandage et aussi les documents annuels, plans prévisionnels et cahiers de ferti. Alors, j'ai annoncé également qu'on allait aussi regarder qu'est-ce qu'on propose à la Chambre pour faire face aux défis climatiques. Le défi climatique, vous l'avez bien en tête, hein, pas besoin de faire un grand dessin. Aujourd'hui, les simulations réalisées par les experts, en particulier dans le cadre du DRIAS, le montrent. Donc ici, c'est une carte de la Haute-Marne. Ce sont des simulations accessibles à tous hein, sur Internet,
à plusieurs horizons. Donc la dernière carte, c'est à horizon 2100. Le nombre de journées chaudes, donc plus de 25 degrés, vont augmenter. Ce n'est pas une surprise, toutes les simulations le montrent. Les précipitations, donc ici c'est la somme des précipitations annuelles, devraient se maintenir en Haute-Marne à horizon 2100. Néanmoins, elles seront réparties différemment. Il est prévu une diminution des prévisions estivales, passerait de 129 à 190 mm pendant les mois de l'été, et plutôt une augmentation des précipitations pendant l'hiver, de 280 à 350 mm, d'après les données de ces simulations. Donc, trop d'eau, pas assez d'eau, mais aussi des à-coups climatiques, par exemple l'augmentation annoncée du nombre de journées de sécheresse consécutifs pendant l'été. Donc, constat de nos élus, on sait qu'on va vers des aléas climatiques plus marqués. Comment faire? Alors, il y a déjà des pratiques qui existent, en particulier dans l'Aube, il y a déjà des secteurs avec de l'irrigation. On a d'ailleurs une conseillère, je crois, qui tend l'oreille, Marie-Paul, qui épaule les agriculteurs sur les conseils à l'irrigation. Mais comment s'adapter au climat futur? On a des pratiques qui sont conseillées, encouragées, hop là, je suis revenue en arrière, autour de l'agroforesterie, des couverts. Je ne vais pas vous refaire un topo là-dessus. Petit clin d'œil aux collègues aussi, il y a eu un webinaire sur ce sujet au mois de mai dernier, qui est accessible sur YouTube. Aujourd'hui, il y a des aides très incitatives qui existent pour remettre des arbres. Et on a des conseillers qui sont à votre disposition pour trouver les meilleures essences et répondre aux contraintes de vos exploitations. On a aussi des diagnostics, un diagnostic qui a été déployé à l'échelle de la région Grand Est et aussi grâce au travail de la Chambre au Haute-Marne. Je laisse la main à Stéphane. Oui, donc c'est un diagnostic. En fait, on s'est rendu compte que chacun dans son département, on était en train de construire un petit outil pour faire des estimations de besoins en eau. Et c'est les collègues des Vosges et puis de l'Alsace qui ont en fait repris la main là-dessus et ont monté en fait en prenant un petit peu tous les outils que chacun avait fait de son côté, en tirant le meilleur de chacun de ces outils. Ils ont construit l'outil Maestro. Donc, l'on l'utilise dans l'ensemble des chambres du Grand Est, qui nous permet de faire une estimation en fait des besoins en eau sur une exploitation agricole. Donc, dans cet outil, en fait, on va rentrer tout un ensemble de critères qui vont nous permettre d'estimer les besoins en eau pour l'abreuvement, pour le lavage matériel, bâtiment, tout ce qui est traitement phytosanitaire, lavage de salle de traite, irrigation éventuellement en cas de besoin. Donc, d'un côté, on a l'estimation des besoins avec quelles sont les sources d'approvisionnement en eau pour couvrir ces besoins. Ça peut être l'adduction, un forage, un captage, la rivière, une source, etc. Et on a développé un volet spécifique pour tout ce qui est récupération d'eau de pluie. C'est-à-dire qu'on a tout un volet où on peut faire des simulations, donc basées sur des relevés météo, que ce soit température, parce que la température va influer sur, par exemple, les quantités d'eau en abreuvement, et la pluviométrie, qui, elle, va nous intéresser pour la récupération d'eau de pluie. Et donc, on a, avec cet outil, on peut, en fonction des besoins que l'on spécifiques de l'exploitation, on indique une surface, un type de toiture à récupérer, et il peut nous calculer quelle est la surface, quel est le volume de stockage optimum à mettre en place pour couvrir au maximum les besoins que l'on a prévus. Ou on peut lui dire, si je mets une cuve de, comme c'est sur l'exemple là, 50 mètres cubes,
quels sont les besoins que je vais couvrir. Est-ce que je vais couvrir tous mes besoins, la moitié, le quart, etc. Donc ça peut nous permettre d'estimer et d'adapter une capacité de stockage aux besoins d'exploitation, à ses capacités financières, etc. Donc c'est un outil assez intéressant pour faire justement des études un peu de projet, de prospective chez les exploitants. Donc si à l'issue de ce diagnostic, l'exploitant se dit, bah oui, moi ça m'intéresserait de créer un stockage, par exemple, pour récupérer de l'eau de pluie de tel volume, il y a possibilité d'avoir des aides financières. Le programme principal, en fait, c'est un programme régional qui s'appelle Axéo, donc qui est un programme d'aide à l'investissement dans tout ce qui va être stockage et récupération d'eau de pluie. Donc on a un plafond pour des projets individuels, on a un plafond d'aide qui est de 100 000 euros et un taux d'aide qui est qui est de 40%. Et donc qui permet de subventionner tout ce qui va être capacité de stockage, mais également tous les réseaux de collecte, les canalisations et puis traitement préalable de l'eau avant abreuvement, etc. Donc voilà un peu tout ce que l'on peut faire à partir de cet outil et donc on peut mettre à disposition pour faire des études pour des exploitants, mais ça peut également être pour des collectivités qui se posent la question, quels sont vraiment les consommations en eau spécifiques, par exemple pour des élevages sur mon secteur, sur mon territoire. Et puis, si je mets en place des stockages d'eau dans les communes, quel volume d'eau ne sera plus consommé sur l'adduction? Et ça peut avoir des conséquences relativement fortes, puisqu'on a déjà fait ces tests-là sur un petit secteur autour de Chaumont, et on se rend compte que dans certaines communes, 70-75% de l'eau qui est consommée par les exploitations agricoles. Et sur ce volume d'eau-là, il y a quasiment 80% de l'eau, voire 90%, c'est pour l'abreuvement. Donc, dès qu'on va substituer l'adduction par de l'eau de pluie stockée, par exemple pour l'abreuvement, on va tout de suite avoir un impact qui va être non négligeable sur la pression que peut représenter l'élevage et l'agriculture sur la consommation d'eau d'une collectivité. Au micro. Merci. D'autres actions qui peuvent être déployées et qui le sont déjà sur nos départements, donc des aménagements qu'on appelle hydromorphologiques, c'est des travaux à l'échelle de rivières ou de bassins versants qui visent à maintenir l'eau en tête de bassin, à maintenir l'eau sur les territoires, maintenir les zones humides en particulier, et le bon fonctionnement des rivières. Donc ça, ce sont souvent des travaux qui sont portés par des syndicats de rivières. Au niveau de la Chambre, on intervient aussi dans ces actions. On se définit comme une courroie de transmission entre le monde agricole et les collectivités sur ce sujet. On traduit les contraintes agricoles au bureau d'études et vice-versa. On représente le monde agricole et on s'assure que les enjeux agricoles sont bien pris en compte quand il y a des travaux qui sont prévus et déployés sur des bassins versants ou des rivières. Donc peut-être que vous êtes concerné avec des projets dans vos communes, donc n'hésitez pas à nous en informer aussi. On est là pour répondre à vos questions et vous aider à trouver votre place dans ces dispositifs. Et pour clore le sujet défi climatique, les chambres de l'Aube et de la Haute-Marne ont mis en place depuis 2021 le projet Vidio, ce qui nous a permis de monter en compétence sur justement l'accompagnement des exploitations et ce qu'a présenté Stéphane sur les récupérations d'eau de pluie et les diagnostics dans les fermes, par exemple. La connaissance aussi du fonctionnement de nos exploitations sur la gestion de l'eau. Le
projet arrive à son terme. Il se termine en cette fin d'année 2025 et nous organisons un colloque de restitution le 3 décembre à Louz, en Haute-Marne, entre Brienne et Montier-en-Der. Sur la journée, on aura la chance d'avoir un intervenant de l'INRA, Alban Thomas, qui est chercheur à l'INRA de Grenoble. C'est un économiste de l'environnement qui sera avec nous toute la journée et qui nous fera une conférence sur le sujet ralentir et conserver l'eau dans les têtes de bassins versants, les enjeux, solutions et évaluation des effets hydrologiques. Donc le matin, ce sera plus des présentations de nos thématiques travaillées sur les grandes cultures. À 11 h, la conférence, un repas sur réservation et l'après-midi, les résultats de nos travaux sur l'élevage. Et on finira l'après-midi avec la visite de l'exploitation du GAEC des Trois Sillons. Donc c'est sur inscription. On a ciblé dans les invitations les administrations, nos agriculteurs élus des chambres et tous les agriculteurs qui nous ont sollicité autour de cette thématique gestion quantitative. Les invitations sont parties, je crois, la semaine dernière. Si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait vous signaler. On est limité à 140 places, donc j'espère qu'on sera obligé de dire « Oh, désolé, il n'y a plus de place », mais pour l'instant, il y a encore de la place. Donc le 3 décembre. Je suis presque arrivée au bout des bouts. Dernier sujet que je voulais souligner avec vous ce matin, c'est ce qu'on fait au niveau de la gestion des boues des stations d'épuration. Les boues des stations, qu'on peut aussi appeler matières fertilisantes d'origine résiduaire, ça représente 6%. Tout ce qui vient des activités urbaines et industrielles, donc les boues des stations d'épuration, les matières de vidange, d'assainissement non collectif, les effluents industriels, c'est 6% de toutes ces matières fertilisantes. Le reste, c'est tout ce qui concerne le fumier, le lisier, donc directement issu de l'activité agricole. Ces matières, donc en particulier les boues des stations d'épuration, elles sont très encadrées. Elles sont épandues seulement si la matière présente un intérêt agronomique pour les plantes et les sols. Derrière, ça signifie qu'il y a des obligations pour les collectivités de faire des analyses des boues. De l'autre côté, Stéphane le disait déjà, il y a des obligations aussi par rapport au sol qui va recevoir ces matières. Donc, on réalise aussi des analyses de sol. Et tout ça en respectant des critères de préservation de l'environnement. Donc, l'épandage agricole, ce qu'il faut retenir, l'épandage agricole des boues, c'est la solution qui est la plus économique et la plus pertinente pour la société parce que ça se passe en proximité. Ça permet à l'exploitant d'apporter des fertilisants sur ses terres dans le respect des cahiers des charges de ses productions. Et à la Chambre, on a deux façons de travailler le sujet. Nos missions d'intérêt général, nos missions de valorisation agricole des déchets, qui sont là au service de toutes les collectivités et on fait le lien aussi avec les administrations. Et on intervient en prestation de services, donc principalement pour les plus grosses collectivités, pour faire des études préalables à l'épandage. C'est l'équivalent des plans d'épandage pour les fumiers. Et là, c'est pour prévoir les épandages pour les boues des stations. Études également pour les matières de vidange, donc les produits issus des fosses septiques. Et on accompagne les collectivités pour faire le suivi agronomique des épandages des boues, pour réaliser les prélèvements et les analyses obligatoires, donc de boue ou de terre. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on fait à la Chambre et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et je suis arrivée au bout. Donc, tout ça, c'est mis en forme avec nos élus dans ce qu'on appelle des schémas directeurs sur la thématique de l'eau.
et toute l'équipe eau, biodiversité et Agénergie qui est là pour répondre à vos questions. Je suis arrivée au bout. Si vous avez des questions, des remarques, on est à votre disposition.